Avec Jean-Michel Apathy, nous recevons ce matin le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Juste un mot tout d'abord sur l'ouragan Irma. On en parle beaucoup depuis le début de la matinée, évidemment, sur France Info. Ça concerne aussi toutes les écoles, les collèges, les lycées dans les Antilles françaises. Des mesures de fermeture, j'imagine, ont été prises dans toutes ces îles. Oui, bien sûr, des mesures de fermeture qui sont opératoires aujourd'hui. Et nous rouvrirons peut-être demain à la mi-journée, mais nous attendons évidemment ce qui va se passer pour savoir quand on pourra réouvrir et comment. Aucun risque ne sera pris, j'imagine, compte tenu de la situation météorologique exceptionnelle. Tout à fait. Le rectorat va fermer dans quelques instants et donc aucun risque n'est pris, ça va de soi. Jean-Michel Apathy. C'est l'heure du bilan, Jean-Michel Blanquer, déjà. Vous êtes ministre depuis quelques mois, mais c'est le bilan de la rentrée que nous attendons de vous lundi. 12 800 000 élèves et 884 000 enseignants ont fait la rentrée. Ça s'est bien passé, de votre point de vue ? Oui, ça s'est bien passé. Vous savez, ce qu'on attend d'une rentrée, c'est que les professeurs soient là devant les élèves et que les élèves soient là, évidemment. Et c'est ce qui s'est passé, avec évidemment quelques petites exceptions, comme chaque année. Mais dans l'ensemble, c'est une rentrée qui s'est vraiment bien passée. Un problème dans cette rentrée, les emplois aidés. Parce que le gouvernement a décidé d'en supprimer le nombre. Il y en avait 70 000 dans l'éducation nationale. 20 000 ont été retirés quelques jours ou quelques semaines avant la rentrée. Et des parents d'élèves, on va en écouter quelques-uns, s'en sont plaints, bien évidemment. On les écoute. On arrive là aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas d'ATSEM, nos enfants sont tout seuls. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Comment vont être gardés les enfants aujourd'hui ? Un manque criant de personnes autour pour la sécurité, pour encadrer, pour soutenir les instituteurs. Donc non, c'est vrai que c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour cette rentrée. La méthode a un peu surpris, un peu brutale comme Alors, ça dépend évidemment des cas et des lieux. La situation est très hétérogène. On peut trouver des problèmes évidemment dans certains endroits. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on a défini des priorités. La grande priorité, de façon générale d'ailleurs, c'est l'accueil des élèves en situation de handicap. On n'a supprimé aucun contrat aidé en la matière. Il y en avait 50 000, on a gardé les 50 000. Et en plus, il y avait 22 000 postes plus robustes que des contrats aidés pour accueillir les handicapés. Non seulement on ne les a pas supprimés, mais on en a rajouté 8 000. Donc ça fait en tout 80 000 personnes pour l'accueil des élèves en situation de handicap. Donc on a su faire des choix. Bien entendu, on est aujourd'hui en situation d'avoir à gérer ce qui se passe du côté des collectivités locales, notamment quand elles utilisaient des contrats aidés, par exemple pour la cantine ou pour les ATSEM, comme on vient de l'entendre. Il va de soi que c'était de toutes les façons des situations non satisfaisantes. Et d'ailleurs, tout le monde s'en plaignait. Situations non satisfaisantes, vous voulez dire que les contrats aidés sont des situations non satisfaisantes pour ceux qui bénéficient d'un contrat ? Bien entendu. Mais ça les aide quand même aussi. Bien sûr, mais nous sommes clairement dans une période de transition. Ce que l'on doit regarder, c'est au cas par cas comment on améliore les choses pour tout le monde. C'est ce qui a été demandé au préfet et au recteur, et ils y travaillent actuellement, pour qu'au cas par cas, on résolve les problèmes que l'on vient d'entendre, mais aussi pour réfléchir sur la durée, et le plus rapidement possible, évidemment, pour de nouveaux contrats. C'est ce que certaines collectivités ont pu faire, et c'est au bénéfice de tout le monde. Mais vous avez besoin, dans l'éducation nationale, de ce type d'emploi. Vous avez besoin d'aider les collectivités territoriales à assurer le service qui doit être assuré au sein de l'éducation nationale. Oui, bien sûr, on a besoin, mais on n'en a pas besoin autant que ce qui a pu exister dans le passé, parce que les contrats aidés, vous le savez bien, ont été utilisés par les gouvernements successifs pour faire baisser le chômage, mais on a vu à quel point ça menait peu à l'emploi les personnes concernées, et à quel point beaucoup se plaignaient du caractère précaire de ces emplois. Donc aujourd'hui, on passe à autre chose. Il faut reconnaître que c'est un moment de transition et que ça n'est pas toujours facile au cas par cas, mais c'est dans un but d'améliorer la situation que nous faisons cela. Nous avons entendu hier, avec un peu d'émotion d'ailleurs, une auditrice de France Inter qui se plaignait de la suppression et des conditions dans lesquelles son emploi aidé a été supprimé. On l'écoute. J'étais en contrat aidé dans une école maternelle et jeudi 31 août à 13h30, sans aucun préavis ni entretien et dans une violence inouïe, l'inspection académique m'a téléphoné pour que je ne me présente pas à mon poste de secrétaire le lendemain. Donc si un employeur privé utilisait de telles méthodes, ce serait un scandale absolu, mais que l'État se permette de mépriser à ce point des humains en situation précaire, certes, mais qui occupent des postes souvent stratégiques, ça ne choque personne. Pas facile de répondre à ce type de témoignage. Et là, c'est l'inspection académique, donc vos services qui sont mis en cause dans ces cas-là. Ça n'a malheureusement rien de nouveau. C'est-à-dire qu'un contrat aidé, ça s'arrêtait toujours brutalement, ça n'était pas renouvelé au bout de 2 fois, etc. Donc le contrat aidé n'a jamais été un idéal. Je ne connais pas cette situation particulière. Évidemment, c'est déplorable si ça s'est passé dans les conditions qui viennent d'être décrites, mais le contrat aidé n'a jamais été la solution. Donc non, pour le futur, nous devons faire mieux que cela, et c'est ce sur quoi nous travaillons avec Muriel Pénicaud.
L'autre grande particularité de la rentrée, c'est que désormais les temps scolaires sont laissés à la disposition des communes. On choisit une semaine de 4 jours ou de 4 jours et demi. 4 jours et demi, c'était la réforme qu'avait instaurée l'un de vos prédécesseurs, Vincent Payon. Vous n'étiez pas très favorable à cette réforme. Vous avez laissé les communes libres de faire comme elles le souhaitaient. Un tiers des communes environ ont choisi de revenir aux 4 jours. Et beaucoup qui disent que le service public doit être égalitaire sur le territoire regrettent votre décision, Jean-Michel Blanquer. Éric Coquerel de la France Insoumise était notre invité hier et il résume cette position. C'est une très mauvaise chose, parce que je pense que ça développe l'inégalité territoriale. Je crains que du fait de la baisse des activités périscolaires que les villes doivent maintenant assumer, elles aillent pour des raisons budgétaires vers la semaine de 4 jours et non pas pour des raisons, j'allais dire, pédagogiques. Il a raison, c'est le budget qui va déterminer le projet pédagogique. C'est évidemment tout le contraire. Bon, c'est bien normal que vous donniez la parole, là, comme dans le point précédent, des personnes qui critiquent, mais on ne peut pas dire non plus des contre-vérités. Je n'étais pas et nous n'étions pas contre la réforme précédente. Ce n'est pas le sujet. Le problème de la réforme précédente n'était pas son contenu, c'était le fait d'être uniformément appliquée dans toute la France. Elle a donc créé à la fois des mauvaises choses et des bonnes choses. Des bonnes choses parce que certaines communes s'en sortent très bien à 4 jours et demi. Des mauvaises choses parce qu'on a créé des inégalités, justement. Et la situation que j'ai trouvée était très hétérogène et très inégalitaire. Vous aviez 20% des communes qui avaient, par exemple, pris le vendredi après-midi. Vous avez des communes incapables d'assurer le périscolaire. Et donc, ce que nous avons voulu, c'est tout simplement libérer les possibilités des communautés éducatives de décider ce qui leur convient. La motivation n'a pas été budgétaire du tout. Ce n'était pas du tout ça. C'était au contraire de permettre aux communautés éducatives de faire leur choix, ce qui est quand même le moins que l'on puisse faire. Ça choque un peu qu'on ne soit pas capable, dans ce pays où la centralisation est une valeur, où l'égalité est une valeur plutôt, ça choque un peu que l'éducation nationale fasse 2 poids 2 mesures. Non, choisissez. C'est justement l'inverse. Par rapport à justement, ça risque de rechanger quand les municipalités et les majorités changeront. Donc, c'est justement l'inverse. Ça va changer tous les 3-4 ans. Non, c'est justement l'inverse. Pour 2 raisons par rapport à vos 2 questions. C'est l'inverse, parce qu'en France, trop souvent, on se complaît dans la fausse égalité, celle qu'aime M. Coquerel sans doute. C'est-à-dire, on dit tout le monde fait pareil, et puis à la fin, on débouche sur de très grandes inégalités. C'est ça la situation qu'on a trouvée. C'est-à-dire, encore une fois, entre un village de montagne et la ville de Paris, je peux vous dire que la situation du périscolaire qu'on a trouvée n'est évidemment pas la même. Donc, et au lieu de ça, on a embêté des familles. Vous avez des écoles qui ne terminaient pas à la même heure tous les soirs, etc. Donc, on a créé des situations totalement hétérogènes et inégalitaires. Donc, nous allons désormais vers plus d'égalité parce qu'on fait des choses qui sont plus pragmatiques, qui correspondent au bon sens local. Et en plus, parce qu'on s'intéresse évidemment aux plus fragiles. Et donc, on va aider les communes à définir leurs activités périscolaires et à les aider. J'ai aussi la jeunesse et la vie associative dans mes compétences. Nous allons avoir des plans pour aider à la qualité du périscolaire. On s'est contenté des apparences dans le passé. Nous allons véritablement dans un contenu pédagogique et dans un contenu périscolaire concret et efficace. Vous restez avec nous, 8h41, l'essentiel de l'info est Edwige Coupez. Pas d'école ce matin à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy et ça n'a rien à voir avec les contrats aidés ou la semaine de 4 jours. Les enfants sont confinés chez eux avec leurs parents pour se protéger de l'ouragan Irma, un monstre de pluie et de vent qui va toucher aussi la Guadeloupe et la Martinique, mais dans une moindre mesure. La France, premier pays au monde à vouloir stopper sa production d'hydrocarbures d'ici 2040. Engagement d'Emmanuel Macron pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mise en forme par Nicolas Hulot. Le ministre présente son texte en Conseil des ministres ce matin. De Barack Obama au fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, la décision de Trump de mettre fin à la protection des Dreamers, largement condamnée aux États-Unis. Le président américain donne 6 mois au Congrès pour statuer sur le sort de ces 800 000 jeunes immigrés désormais expulsables. Le Mexique, inquiet, réclame une solution rapide. Ariane clouée au sol la nuit dernière en Guyane. Il y a eu le décompte, il y a eu des flammes aussi sous le moteur, mais pas de décollage. Le tir annulé dans les ultimes secondes, une anomalie détectée dans le lanceur. La fusée devait mettre en orbite 2 satellites commerciaux. France Info. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est notre invité ce matin. Jean-Michel Apathy. Beaucoup de dossiers évidemment dans votre ministère. Et alors ce vieux serpent de mer, la réforme du baccalauréat, le Premier ministre l'a évoqué lors de son discours de politique générale. C'était le 4 juillet à l'Assemblée nationale. Quant au baccalauréat, nous le ferons profondément évoluer. Une concertation sera lancée dès la rentrée prochaine pour resserrer les épreuves finales autour d'un petit nombre de matières et définir ce qui relève du contrôle continu. Nous aboutirons, avant septembre 2018,
pour une mise en œuvre complète de cette réforme pour le bac 2021. Bon, le calendrier, vous le respecterez? Oui, bien sûr, évidemment. C'est dans la déclaration de politique générale du Premier ministre. Vous prenez votre temps, pardon. Non, on va lancer 2021. Ah non, c'est normal, puisque la réforme du baccalauréat va avoir un impact sur la classe de terminale de 2020-2021, ensuite donc sur la classe de première de 2019-2020. Le cas échéant peut-être un peu sur la classe de seconde. Nous ne sommes qu'en 2017, je vous le rappelle. Oui, mais la rentrée prochaine, c'est 2018. Donc, si vous voyez, c'est la classe de seconde. Non, mais vous ne pouvez pas faire autrement. Puisque vous avez la classe de seconde de 2018-2019, première 2019-2020, terminale 2020-2021. Donc, les effets, en fait, en amont, vous les verrez avant. L'attachement est tel au baccalauréat, c'est une institution que d'autres que vous, François Fillon, je m'en souviens, en 2003, je crois, a essayé d'instaurer l'idée d'un contrôle continu. Il a vite arrêté parce que les résistances étaient nombreuses. Vous allez rencontrer de telles résistances, sans doute, Jean-Michel Blanquer. Autre temps, autre mœurs, du temps à passer. Tout le monde comprend qu'on est arrivé à la limite de certains aspects du système, à commencer par sa lourdeur d'ailleurs, et ce n'est bon pour personne. Donc je discute beaucoup avec les lycéens d'ailleurs, avec les professeurs. Je pense qu'aujourd'hui il y a une forte acceptabilité de cette idée qui a été portée par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Et bien entendu, comme on va faire en plus une concertation, puisque bien entendu nous avons fixé des grands principes, mais il reste beaucoup de choses à définir, on va écouter beaucoup. Et je suis au contraire optimiste sur le fait qu'on peut arriver à quelque chose d'intérêt général qui convienne presque à tout le monde. Donc ce sera 50-50, la proportion de contrôle continu et d'examen, ça sera 60-40, 70-30 Normalement, notre chiffre point de repère, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron pendant la campagne, c'est-à-dire 4 matières à passer en contrôle terminal et le reste en contrôle continu. Donc on est sur cette base-là et on discute sur cette base-là, mais il y a encore une fois même bien d'autres aspects que celui-là à traiter. Lié au baccalauréat, vous avez annoncé la fin du logiciel APB qui attribue dans l'université ou l'enseignement supérieur les places aux élèves qui passent le baccalauréat. APB, c'est fini. La rentrée prochaine se fera sans ce système-là? Alors vous avez raison de dire que les sujets sont liés, puisque nous raisonnons de plus en plus dans une logique Bac-3, Bac+3. On doit ouvrir des perspectives aux étudiants. Vous savez, il y a 2 scandales plus important encore que tous les autres dans notre système actuellement. Il y a le fait qu'on ait 20% des élèves qui sortent de l'école primaire sans savoir bien maîtriser les savoirs fondamentaux, et un scandale un peu symétrique qui est qu'on ait tant d'étudiants qui échouent dans les premières années de licence. Donc si on veut vraiment le progrès, si on veut vraiment plus d'égalité dans notre société, on doit évidemment réformer cela. Et ce scandale est apparu à tout le monde avec cette affaire du tirage au sort, qui a paru totalement injuste. Autrement dit, quand on refuse de regarder les choses en face, quand on veut de la fausse égalité, eh bien, on débouche sur de l'injustice. Et nous voulons corriger cela. Donc oui, il y aura une réforme d'APB. C'est ma collègue Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui est en train de justement mener les discussions pour cela. Et moi, en tant que ministre de l'Éducation nationale, je dois tenir compte de ce qui va se passer du point de vue des universités pour, en amont, évidemment, mieux travailler à l'orientation des étudiants, des futurs étudiants. Notamment, ce qui est très important, c'est que nos élèves puissent avoir une orientation beaucoup plus en continuum, qu'ils puissent beaucoup plus avoir d'informations sur la vie économique et sociale, sur leur insertion professionnelle future, qu'ils puissent faire des stages, des essais, des erreurs. Donc on va travailler beaucoup à cela, et ça métamorphosera sans doute beaucoup le paysage pour le bien des élèves. Dès la rentrée prochaine, à votre avis, ce sera en place, ça, notre système? Alors, évidemment, les choses se feront progressivement, mais dès cette année, il y aura évidemment la réforme d'APB, comme vous le disiez, et nous allons faire un travail pour que dès décembre-janvier, nos élèves de terminale puissent être déjà mieux informés sur l'orientation. L'orientation, c'est difficile de l'imaginer qu'elle se passe juste dans un instant T, de manière presque magique, si je puis dire. On doit avoir quelque chose de beaucoup plus travaillé sur la durée. Alors, ça n'est pas directement dans votre champ de compétences, mais vous pensez qu'on évitera la nécessité de sélectionner à l'entrée de l'université pour éviter que la sélection ne se fasse en première année de l'université? Alors, le mot sélection est un mot qui divise dans la société française. Donc vous ne l'emploierez pas? Non, je ne l'emploierai pas. J'emploierai plutôt notre capacité générale de discernement, si vous voulez. C'est-à-dire, prenons un exemple typique. Vous avez la plupart des bacheliers professionnels qui s'inscrivent à l'université échouent à l'université. Parce que tout simplement, le bac pro ne prépare pas à réussir à l'université. Il faut le dire. En revanche, certains bacheliers professionnels peuvent réussir en BTS. Or, nous avons des bacheliers généraux souvent qui vont en BTS. Nous devons réserver plus de places en BTS pour les bacheliers professionnels et avoir une politique volontariste en la matière. Voilà quelque chose qui Mais les fera amphis de progresser. droit qui sont surchargés en première année, par exemple. Donc, beaucoup de professeurs d'université disent c'est de la boucherie. Enfin, donc, sélectionnons avant de laisser rentrer ces étudiants. C'est un débat qui a trait dans l'enseignement supérieur. Je ne veux pas aller sur des compétences qui ne sont pas les miennes. Et donc, je laisse Frédérique Vidal s'exprimer sur ce point. Mais le débat que
vous présentez existe bel et bien, et il faut évidemment le regarder en face. Et quand vous dites il faut réserver plus de place aux bacheliers professionnels, il faut quoi, des quotas ? Oui, on peut par exemple, alors là c'est dans ma compétence puisque les BTS sont dans les lycées, on peut en effet réserver des places pour des bacheliers professionnels dans les BTS. Sous forme de quotas. Sous forme de quotas, oui. Alors il y a des mots comme ça, sélection, quota, qui divisent dans la société française, mais vous assumez visiblement. J'assume complètement qu'il faut avoir plus de place pour les bacheliers professionnels lorsqu'ils veulent poursuivre leurs études. Parce que rappelons que le bac professionnel, c'est fait d'abord pour l'insertion professionnelle. Et donc, il ne faut pas perdre ça de vue. Mais quand il y a poursuite d'études, c'est souhaitable que ce soit en BTS. Le budget de l'éducation nationale, c'est 68 milliards à peu près. Hein. Et vous avez annoncé une augmentation pour l'année prochaine de 1,2 milliard, c'est ça ? Oui, alors ça dépend comment vous comptez d'ailleurs, parce que là, le chiffre que vous donnez inclut ce qu'on appelle les pensions et l'assurance sociale. Donc, je me disais bien que ce n'était pas aussi simple. Non, mais en gros, on va passer le cap des 70 milliards si on prend le chiffre que vous venez de dire, le cap des 50 milliards si on prend cela sans les pensions et retraites. Comment vous allez utiliser cette somme ? Vous allez embaucher des enseignants ? Bien sûr, il y aura à la rentrée prochaine dans l'enseignement primaire des embauches, la priorité, si vous voulez, de ce gouvernement. Et c'est extrêmement clair, aussi bien dans les propos du président que du Premier ministre ou dans les miens. La priorité, c'est l'école primaire. On a un travail à faire sur l'école primaire pour que les enfants démarrent dans la vie sur des bonnes bases. Ça suppose des moyens, c'est pourquoi nous nous sommes donnés en cette rentrée déjà des moyens importants avec la division des classes de cours préparatoires par 2 en réseau d'éducation prioritaire renforcé. Oui. C'est une mesure très significative. Il y a d'ailleurs une étude scientifique qui vient de sortir aujourd'hui qui montre son efficacité quand ça a été réalisé dans d'autres pays et donc qui confirme le choix, la qualité du choix que l'on vient de faire. Nous accordons beaucoup d'importance à cela parce que c'est la pointe avancée d'une politique générale à l'école primaire pour que tous les enfants partent avec les savoirs fondamentaux dans la vie. Plus d'enseignants en primaire, mais combien ? On vous pose la question dans un instant. Il est 8h50, voici l'essentiel de l'info avec Edwige Coupez. Sur la carte, il a la taille de la France métropolitaine. L'ouragan Irma vient d'atteindre la Barbade avant d'arriver ensuite sur les Antilles françaises. Un ouragan sans précédent dans la région. Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont les plus menacés. Les habitants ont interdiction de sortir de chez eux. En Guadeloupe voisine, une centaine d'abris ont été ouverts dans des écoles et même dans des chapelles. En métropole, pas de randonnée aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône. Tous les massifs forestiers fermés. Le risque d'incendie est maximal à cause du Mistral et de la sécheresse. Les pompiers en alerte, 1200 hommes mobilisables. C'est plus du double qu'en période normale. Pas de manifestation pour la CFE-CGC le 12 septembre prochain avec la CGT. Une mobilisation prévue pendant la concertation, c'est-à-dire avant la publication des ordonnances sur le Code du travail. Le syndicat des cadres n'approuve pas cette méthode et se réserve donc pour une éventuelle mobilisation unitaire. Venus Williams est en demi-finale de l'US Open de tennis. L'américaine sera opposée à sa jeune compatriote Sloane Stephens. Chez les hommes, avant un duel attendu entre Nadal et Federer en demi vendredi, l'Espagnol et le Suisse doivent battre respectivement le Russe Rublev et l'Argentin Del Potro. France Info. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est notre invité ce matin sur France Info. Vous nous disiez à l'instant que vous alliez profiter, vous répondiez à la question de Jean-Michel Apathy, et profiter de l'augmentation de votre budget pour créer des postes d'enseignants, notamment dans le primaire. Combien ? Alors, le chiffre, évidemment, n'est pas déterminé. Vous savez, la question des moyens... Une fourchette, un ordre d'idée. Je vais vous en donner un, mais je voudrais dire d'abord que les moyens doivent être au service des fins. Ce n'est pas une finalité en soi que d'augmenter les moyens. Ce qui compte, c'est d'avoir des politiques qualitatives et au service de ces politiques qualitatives, d'augmenter les moyens. Sinon, on augmenterait les moyens en permanence de façon éternelle. Donc ce qui est important, c'est de définir ce que l'on veut. C'est ce qu'on est en train de faire pour l'école primaire. Et ce qui justifie d'augmenter les moyens pour l'école primaire, c'est notamment cette politique d'un taux d'encadrement très spécifique pour le cours préparatoire et le CE1 en réseau d'éducation prioritaire. Autrement dit, d'aller à la racine des difficultés de l'école primaire aujourd'hui, puisqu'on s'adresse aux publics les plus défavorisés, et on le fait au moment où on peut être le plus efficace, c'est-à-dire au moment où on entre dans la lecture, écriture et le calcul. Donc il y aura plus de classes dédoublées l'an prochain ? Il y aura plus de classes dédoublées l'an prochain, et donc j'en arrive à votre question, c'est ça qui va justifier plus de moyens, puisque l'année prochaine, nous dédoublerons aussi les CE1 en réseau d'éducation prioritaire renforcé. Autrement dit, les enfants qui ont bénéficié cette année de ce dédoublement continueront à en bénéficier l'année prochaine. Et puis, nous dédoublerons les classes de cours préparatoires en réseau d'éducation prioritaire, en REP. Et ça, aussi, évidemment,
nécessitera des moyens supplémentaires. Mais donc, du coup, quel ordre de grandeur? Alors, on lâche pas l'affaire. Je vais vous donner un ordre de grandeur, mais qui n'est qu'un ordre de grandeur, puisque par définition, il faut travailler au plus près du terrain en fonction des données démographiques, en fonction de toute une série de choses. Donc, on est dans des ordres de grandeur qui vont vers 4000 postes de cet ordre-là. Mais ce n'est pas un chiffre, ce que je viens de vous dire n'est absolument pas un chiffre stabilisé, c'est un ordre de grandeur. Et donc, les classes de CE1 pour les zones concernées seront aussi bientôt, il y aura tout le primaire qui sera en classe dédoublée, finalement. Non, pas du tout. Vous avez donc ce qu'on appelle REP. Est-ce que c'est un objectif ou... Non, c'est CP, CE1, CE2, on peut dire que c'est important aussi. Non, tout ceci est très rationnel. Et c'est un petit peu ce que nous essayons de... C'est cette nouvelle étape que je souhaite pour l'éducation nationale. On ne prend pas des mesures au doigt mouillé. On prend des mesures parce qu'il y a des études scientifiques qui nous montrent l'efficacité. Soit par des expérimentations faites en France, soit parce que d'autres pays, il n'y a pas que nous dans le monde, font des choses intéressantes et qu'il faut savoir le regarder. Et si cette mesure s'est retrouvée dans le programme d'Emmanuel Macron, c'est parce que quand vous regardez différentes expériences dans le monde, vous voyez que c'est ça qui est efficace. Et il y a un prix Nobel d'économie qui a montré que quand vous dépensez 1 euro à ces moments-là, c'est-à-dire dans les premiers âges de la vie en réalité, vous économisez 8 euros plus tard en dépenses diverses que vous n'avez plus à faire. Et donc c'est extrêmement rationnel. Et bien entendu, ça n'a pas vocation à concerner tous les CP et CE1. Par contre, il y a derrière ça un dynamisme, il y a un volontarisme, il y a une pédagogie qui a un impact sur l'ensemble de l'école primaire. Nous voulons que tous les enfants de France, et ça passe notamment par la formation des maîtres, initiale et continue, et toute une série de facteurs, je me suis un petit peu exprimé sur ce sujet, permettent à l'école primaire française de trouver toutes les qualités nécessaires pour que tous les enfants entrent en 6e en sachant lire, écrire, compter, respecter autrui, et toute une série d'autres choses, mais fondamentalement déjà ces 4 piliers-là. Certains vous reprochent, Jean-Michel Blanquer, d'avoir participé dans un quinquennat ancien, celui de Nicolas Sarkozy. Vous étiez directeur de l'enseignement scolaire et quand Luc Châtel était ministre de l'Éducation, à la suppression un peu aveugle de postes d'enseignants à cette époque-là, puisque un départ sur 3 à la retraite n'était pas remplacé. Vous regrettez un peu ces politiques passées qui ont pénalisé l'éducation nationale ? J'aime pas trop m'exprimer là-dessus, tout simplement parce que on est dans les caricatures et qu'on perd du temps à parler de choses qui n'ont plus d'intérêt. Mais on est dans la pure caricature. Les gens ne voient pas que je suis arrivé au bout de 3 ans dans cette fonction. Regardez qui était dans ces fonctions au moment du début du quinquennat. Vous êtes arrivé en 2010 ? Je suis arrivé en 2010. Pourquoi est-ce que c'est toujours... moi, j'étais un fonctionnaire. Cette politique, elle avait été votée, etc. C'est donc... On essaye de me mettre sur le dos de beaucoup de choses. C'est sans doute bon signe, finalement. Mais c'est un peu bizarre. D'accord. Et puis, il reste le fond de la politique, mais vous avez raison, on ne va pas refaire l'histoire. Vous êtes devenu ministre, donc, il y a 3 mois, 4 mois maintenant. Vous êtes à l'aise dans ce rôle-là d'homme politique, puisque vous étiez avant un haut fonctionnaire ou un dirigeant de grande école ? Oui, je suis à l'aise parce que j'aime beaucoup ce que je fais, évidemment, sinon je n'aurais pas accepté. Et je suis très heureux dans cette fonction parce que j'ai le sentiment, et je sais que c'est le sentiment d'autres membres du gouvernement, si vous voulez, d'être en action pour l'intérêt général, avec des idées claires qui ont été affirmées pendant la campagne, donc qui ont une forte approbation. Et aujourd'hui, ce sentiment de pouvoir faire évoluer concrètement, dans le sens de l'intérêt général, notre éducation nationale est évidemment quelque chose de très stimulant. Vous voilà donc maintenant dans la politique, membre d'une équipe gouvernementale qui a parfois du mal à se faire comprendre. Hier, Emmanuel Macron, devant les préfets, a eu une sortie sur la baisse des allocations logement qui a été reçue diversement. On écoute le président de la République. J'ai été surpris du silence collectif de ne pas appeler les bailleurs sociaux, les propriétaires à baisser de 5 € le prix du logement. C'est ça, la responsabilité collective. C'est ça ce qu'il faut faire à partir du 1er octobre. J'appelle publiquement tous les propriétaires à baisser de 5 € le loyer par mois, si on veut accompagner les locataires. L'État n'a pas à payer tout. L'État n'a pas à payer tout. Cette sortie du président de la République a un peu surpris. L'appel à la baisse générale des loyers, peut-être ne sera pas entendu. Emmanuel Macron a le mérite de nommer les choses et de dire les choses telles qu'elles sont. Ce qu'il dit, c'est que sur la politique du logement, comme sur d'autres politiques, en réalité, en augmentant les dépenses publiques, on n'a pas fait spécialement du bien à ceux qui étaient censés en bénéficier. On a contribué à l'inflation des loyers. Et donc, c'est ce qu'il dit là. Il dit, en fait, on devrait maintenant arriver à une forme de déflation des loyers, en tout cas avoir des loyers qui n'augmentent pas trop, ou même qui pourraient baisser. Ce serait ça une véritable solidarité nationale. Et surtout, c'est une logique économique qui serait, pour le coup, vraiment au service des locataires. Vous connaissez votre surnom, Jean-Michel Blanquer ?
Je crois que j'en ai plusieurs. Ctrl Z, ça vous dit quelque chose? Oui, celui-là, j'ai bien vu qu'il apparaissait beaucoup ces derniers temps. C'est ça, c'est-à-dire, hop, on efface tout et... C'est évidemment assez injuste, cela aussi, puisque en réalité, ce que je fais, c'est on garde ce qui marche et on change ce qui ne marche pas. C'est quoi les autres surnoms? Alors, non, je laisse, mais c'est jamais des surnoms agréables. Le moins vache, allez-y. Le plus drôle. Non, mais c'est vrai que récemment, vous avez raison, c'est Ctrl Z. J'en ai aucun autre qui me vient à l'esprit, ça doit être freudien. Ça doit être. Voilà. Il doit être très méchant alors. Ctrl Z. Pour que vous ne vous souveniez pas. Merci beaucoup, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Vous étiez notre invité ce matin sur France Info.